Bien. Alors, cette optimalité va faire que les arbres vont être intéressants dans les réalisations. Et on a la propriété suivante qui nous dit qu'un graphe connexe contient forcément un arbre. Un graphe connexe, donc la propriété de connexité est assurée, mais évidemment il y a un nombre d'arêtes qui est supérieur à ce qui est nécessaire. Contient, on va préciser ce que ça veut dire contient un arbre. Un graphe connexe contient un arbre. Alors, cette expression de contient, c'est des sous-structures. On parle de, si vous voulez, on va le donner à titre de rappel, malgré que c'est une notion assez nouvelle. On parle de sous-graphe et graphe partiel. Un sous-graphe et un graphe partiel, des notions toutes simples. Je prends un graphe G qui est composé de ses sommets et de ses arcs ou bien ses arêtes. Et puis, je considère une partie A inclue dans X, donc une partie de sommet, une partie de sommet. À partir de là, donc, je peux tracer un nouveau graphe qui est, on va l'appeler GA, qui est constitué uniquement de A, des sommets A, et des arêtes ou bien des arcs qui ont une extrémité dans A, on va l'appeler EA, donc constitué des sommets de A uniquement et des arcs ou bien arêtes dont les extrémités sont dans A. C'est ce qu'on appelle un sous-graphe. Un sous-graphe de G. Et il y a la notion de graphe partiel. Graphe partiel, donc j'ai toujours un graphe XE. Et je considère une partie seulement de E, U inclus dans E, donc une partie des arêtes. Et puis je construis le graphe qui est le suivant, GU, qui est égal à l'ensemble de tous les sommets et de U uniquement. Hein, c'est graphe partiel. Graphe partiel. Un graphe partiel, c'est par exemple dans un réseau routier. Donc vous avez des localités, des villes, et puis des moyens de communication, donc des routes de diverses natures entre les localités. Et par exemple, si je veux considérer uniquement les autoroutes, donc je considère parmi les routes uniquement les autoroutes et je constitue le graphe des autoroutes, donc dans lequel je conserve toutes les localités et je ne considère que les U. Dans le cas du sous-graphe, donc je considère une partie de X, une partie des localités et les moyens de communication qui existent entre ces localités. Alors, vous voyez donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'un graphe partiel, un graphe connexe contient donc un graphe partiel qui est un arbre. Tout graphe connexe contient un arbre. D'accord ? Donc, évidemment, on n'a rien à démontrer puisque la connexité est assurée, mais s'il n'y a pas de cycle, alors c'est un arbre. Mais s'il y a des cycles, eh bien, il faut supprimer ces cycles, donc supprimer des arêtes pour obtenir l'arbre. Donc l'arbre existe bien. D'où le problème qui se pose donc au niveau des situations pratiques, étant donné un graphe connexe, puisqu'il contient des arbres, comment extraire, comment constituer donc ces arbres? Comment extraire, on va l'appeler comme ça, extraire un arbre d'un graphe connexe. Voici
Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est combien y en a-t-il? Combien d'arbres peut-on extraire du graphe G qui est donc connexe? Deux questions. Et donc, il faut donc essayer de voir, de développer des méthodes pour répondre à ces questions. Alors, avant d'expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire, de deux manières. On va donner un exemple de situation d'utilité des arbres. Situation, exemple. Exemple d'utilisation de... Vous avez donc un graphe qui est connexe. J'ai un graphe connexe. Ça veut dire que donc, la connexité est assurée, le contact entre les sommets est assuré. Bien. Maintenant, on sait très bien que dans un réseau, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des pannes, par exemple. Donc des problèmes au niveau des sommets ou bien des problèmes entre les relations entre les sommets. Donc il faut, pour une question de sécurité, s'assurer d'un certain nombre de choses. Alors, premier exemple, on va considérer des localités, un certain nombre de localités, de montagnes. Bon, pourquoi montagne? Parce que les routes peuvent être enneigées. Hein. La neige en hiver donc peut bloquer des accès. Donc la neige, ce qui implique donc des routes bloquées. Et puis le problème, c'est d'assurer la communication. Problème donc, ou bien l'objectif, c'est d'assurer la communication entre les localités. La solution triviale, c'est de dégager toutes les routes. La solution triviale, c'est de dégager donc tous les liens, c'est-à-dire toutes les routes. Évidemment, puisqu'elle est triviale, donc elle n'est pas optimale, ce n'est pas la meilleure, puisqu'on cherche en général des solutions justes, faisables, et donc, ou bien débloquer, dégager un minimum de routes pour assurer la communication. Donc la communication que l'on veut donc assurer, elle le sera, et avec un minimum de communication, avec un minimum donc de travail. Donc il y a deux options, soit la solution triviale, c'est de dégager tous les accès, évidemment puisqu'elle est triviale, c'est que, bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc la solution, ça serait de dégager donc un minimum. Et vous voyez que ici, un arbre sera suffisant donc de dégager un certain nombre de routes qui constituent un arbre dans le graphe GXE. Donc il faut extraire un arbre et dégager les accès qui correspondent à cet arbre. Et donc la notion d'arbre ici est importante. Le deuxième exemple qui peut montrer l'importance de ces arbres, vous avez par exemple un réseau de communication, de télécommunication ou bien de communication par réseau d'ordinateurs, etc. Donc vous avez un certain nombre de possibilités de communication. Donc G, il est connexe. Réseau de communication, évidemment, il est connexe. Mais il peut y avoir des pannes, il peut y avoir donc des coupures sur des arêtes. Et malgré donc certaines pannes, il faudrait que
que le réseau continue à fonctionner. Donc il faudrait au moins que dans ce graphe-là, un arbre soit contrôlé de telle sorte que les accès de cet arbre soient fonctionnels et en permanence ou bien sous surveillance pour assurer la communication dans le graphe G. Donc il faut prendre un arbre qui est extrait de G et le mettre sous surveillance, donc le mettre sous contrôle, contrôler cet arbre de manière plus consistante que d'habitude pour assurer, en cas de panne, la fonctionnalité du réseau. Alors, on va s'attaquer à l'extraction donc de ces arbres des graphes connexes. Je vais donner deux méthodes, mais une notion que l'on verra un peu plus tard, ce sont les graphes valués, c'est-à-dire que quand on a un graphe avec ses sommets et ses arêtes, les arêtes sont en général pondérées, c'est-à-dire qu'à chaque arête est associé un coefficient qui correspond à des caractéristiques de cette arête. Un poids, c'est un poids, donc à chaque arête, vous avez un poids qui lui est associé, qui peut représenter un certain nombre de choses. Et alors là, on est amené à parler du poids d'un graphe ou bien du poids d'un arbre. On pourra définir tout simplement le poids d'un graphe comme étant la somme des pondérations des arêtes, la somme de toutes les pondérations qui nous donnera le poids du graphe. Donc, cela nous donne aussi donc, le poids d'un arbre. Le poids d'un arbre, c'est la somme des poids de toutes les arêtes qui constituent l'arbre. Et lors de l'extraction d'un arbre d'un graphe connexe, on posera la question d'extraire un arbre de poids minimal ou bien de poids maximal, de poids optimal. Donc, pour le moment, on parle d'arbres tout simplement extraits d'un graphe, mais il peut y avoir donc des variantes si par la suite les arêtes du graphe sont pondérées, ce qui est en général le cas dans les problèmes réels. Mais enfin, on va donner tout d'abord des méthodes un peu primitives qui consistent à extraire un graphe tout simplement, un arbre d'un graphe connexe. Alors déjà, si vous avez une sorte de préliminaire, remarque, si vous avez si on a un arbre, si G est un arbre, donc les chemins sont uniques, etc. Une première question qu'on peut se poser, c'est comment circuler, comment parcourir, comment parcourir les sommets de l'arbre, comment parcourir le sommet d'un arbre. Un arbre, parmi les arbres que l'on connaît, c'est les arbres généalogiques qui représentent aussi une image que l'on peut utiliser pour mener des raisonnements. Alors, comment parcourir? Et là, on se rend compte qu'il y a deux manières globales pour parcourir un arbre. Je vais prendre un exemple pour expliquer cela. Exemple, je vais prendre l'arbre suivant. Alors. Voilà. 9, 10, voici.
Et puis, ça devient 11. Et puis 12, 13. Voici un arbre. Donc il est connexe, sans cycle. Et si je veux maintenant, alors ici je l'ai disposé ainsi, mais la numérotation est arbitraire, donc je peux changer la numérotation. C'est une bijection de 1 à 13 vers 1 à 13, donc on peut construire plusieurs bijections, et puis donc changer la numérotation. Donc la représentation ici, c'est une représentation juste, bon, un peu arbitraire, mais qui va nous permettre de dégager des caractéristiques. Si on veut parcourir ce graphe, à partir du sommet 1, donc à partir du premier sommet 1, à partir du sommet 1, vous voyez que j'ai plusieurs... il y a la première qui consiste à parcourir le graphe, qu'on appelle en largeur, c'est-à-dire à partir d'un sommet, je vais vers tous ses successeurs. À partir de 1, je visite tous ses successeurs, donc j'ai 2, 3 et 4. Donc à partir de 1, c'est ce qu'on appelle, alors, de 1, puis je vais vers 2, vers 3 et vers 4. Voici, je suis là. Parmi les sommets que je viens de rajouter, qui sont d'un autre niveau donc, je vais du premier et je visite tous ses successeurs. Donc j'ai 5 et 6 qui sont les successeurs du sommet 2. Puis le 4 avec ses successeurs qui sont 7 et 8. Voici le niveau donc qui est le sommet 5, hein, qui est le plus petit donc de cette série, a comme successeur le sommet 9 et le sommet 10. Et puis le sommet 7 qui a comme successeur le numéro 11. Et il n'y a que le 11 sur ce niveau-là qui a un successeur et 13. Voici donc une manière de parcourir ce graphe qu'on appelle le parcours en largeur. Le parcours en largeur, parcours de G en largeur de l'arbre. Et il y a une autre manière de le parcourir, c'est ce qu'on appelle le parcours en profondeur, et qu'on va expliquer ici. Donc je pars du sommet 1, et je passe donc au sommet suivant. Je peux aller vers 3 ou vers 4, mais puisque 2 est plus petit que 3, plus petit que 4, je vais vers 2. Et puis à partir de 2, je vais vers son successeur. Je peux aller vers 5 et vers 6. Donc je vais vers le premier, qui est le numéro 5. Et à partir de 5, je vais vers le sommet, le premier, qui est 9. Arrivé à 9, je reviens en arrière au sommet 5 et je parcours le sommet 10. À partir de 10, je reviens ici, je reviens en arrière jusqu'au sommet 2 et je parcours le numéro 6. Je reviens au numéro 2 et je passe au numéro 1 et je passe au successeur qui est le numéro 3. 3 n'a pas de successeur, je remonte au précédent et je vais au successeur qui est le numéro 4. Et puis 4, je descends donc, le premier successeur c'est 7. Et je descends encore vers le 11, et puis vers le 12. Et je remonte vers le 11 et je passe au numéro 13. Je remonte ici, vous voyez, jusqu'au numéro 4 pour aller finalement au sommet 8. C'est ce que l'on appelle le parcours en profondeur. On va le plus loin possible. Parcours en profondeur de G. Donc on va le plus loin possible. On va le plus loin possible et puis on retourne en arrière avec donc des retours en arrière pour à nouveau avancer le plus loin possible, etc. Donc c'est itératif là aussi. Deux manières de parcourir un arbre, le parcours en largeur et le parcours en profondeur. Ces deux méthodes
de parcours d'un arbre peuvent servir à l'extraction d'un arbre à partir d'un graphe connexe. Donc, on va utiliser ces deux méthodes. Nous sommes là au développement de méthodes. On utilise donc ces deux méthodes, ou bien principes, pour extraire un arbre d'un graphe connexe. Alors, je rappelle ici que les graphes ne sont pas pondérés, donc il n'y a pas de pondération sur les arêtes. On veut juste une structure d'arbre extraite d'un graphe. Ce sont des méthodes qui seront par la suite enrichies dans le cas de graphes valués, c'est-à-dire munis de pondération. Alors, je vais juste donner un exemple ici, développé selon les deux je vais donner un exemple ici. Je vais donner la représentation sagittale. Donc, je regarde le graphe suivant, connexe, non orienté. Euh, 8, 10, 9 et 10. Voici. Alors, on essaie donc de donner une illustration qui soit un peu, qui couvre des cas particuliers pour pouvoir en parler. Voici donc un graphe connexe. La connexité est assurée. Donc on a un algorithme pour savoir s'il est connexe. Celui-ci est connexe, donc on calcule les composantes connexes. S'il y en a une seule, donc on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ce graphe, puisqu'il est connexe, il contient un arbre. Il contient d'ailleurs des arbres. Et le but, donc, c'est d'en extraire. Alors, la numérotation, là aussi, est arbitraire. Donc, on a choisi comme ça. On peut changer de numérotation. D'ailleurs, on choisit la numérotation de manière adaptée pour savoir par quel sommet est-ce qu'on va commencer. Et ici, donc, nous allons commencer à partir de 1. Vous voyez, donc, je peux utiliser la prospection en largeur. La prospection en largeur consiste à partir de 1 à aller vers tous les successeurs. Donc 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. Donc voici tous les successeurs de 1. Vous voyez, donc je pars de 1 et j'ai donc 2, 3, 5. 2, 3 et 5. Alors, pardon. Je vais utiliser les couleurs. Donc 2, 5 et 3. Voici pour le 1. Le plus petit sommet ici, c'est 2. Parmi les successeurs de 1, c'est 2, 3, 5, donc 2. 2 à un seul successeur. 2 successeurs plutôt, c'est 1 et 2, mais 1 appartient déjà à l'arbre. Et 2 et 5 appartiennent à l'arbre. Donc, l'ajout de cet arc, de cette arête va créer un cycle, donc je n'ajoute rien. Donc pour 2, je n'ajoute rien. Pour le sommet 3, qui est le suivant, donc ses successeurs sont 8, 9 et 4. 8, 9 et 4. Voici donc ses successeurs. Il n'y en a pas d'autres. Pour le sommet 5, puisque 2, 3, 5. 5, ses successeurs sont 3 et 2. Mais 2 et 3 et 1 appartiennent déjà à l'arbre. Donc l'ajout de ces arêtes va constituer des cycles. Donc par conséquent, je n'ai rien à rajouter à partir de 5. Donc les seuls, c'est à partir de 3, donc 8, 9 et 4. 4, 8 et 9.
Le plus petit, c'est le sommet 4, hein, l'ordre, le numéro le plus petit. À partir de 4, il y a les successeurs qui sont 6, 5, 6 et 7. L'autre, 8, a un successeur qui est 10. 9 a un seul successeur qui n'appartient pas à l'arbre, c'est 10, mais il appartient déjà à l'arbre puisque c'est le successeur du 8. Et vous voyez donc qu'à partir de là, on a construit un arbre à partir du graphe G, et c'est un graphe qui est en largeur, puisque on a la structure suivante, 1, voyez donc 2, 3, 5, 2, 3 et 5. À partir de 3, nous avons 8, 4, 8, 9. 4, 8 et 9. À partir de 8, nous avons 10, le sommet 10. Et à partir du sommet 4, 5, 6 et 7. 5, 6 et 7 à partir de 4. Donc vous avez avec des niveaux, donc, qui est un arbre en largeur. Arbre en largeur. On a extrait un arbre en largeur. On peut aussi donc utiliser la méthode en profondeur. La méthode en profondeur consisterait à aller... Alors, je vais représenter à nouveau la représentation sagittale pour ne pas surcharger cette représentation. Le sommet 1, 2, alors 3, 5 et 2. Voilà, 3, 8, 9, 10. Voici le graphe. À partir de 3, donc nous allons au sommet 4. Et à partir de 4, nous avons le sommet 5, le sommet 6, et le sommet 7, qui est ici. Et on va donc le parcourir en profondeur à partir de 1. À partir de 1. Donc, vous voyez, donc à partir de 1, je vais vers 2. Le premier sommet successeur de 1, donc il y a 3, 5 et 2. Le premier, c'est 2. Le premier successeur de 2, le plus petit, c'est 5. Le premier successeur de 5, c'est 3. Le premier successeur de 3, donc il y a 8 et 9 et 4, donc je vais vers 4. Le premier successeur de 4, c'est 5. On remonte à 4. Vous voyez, 4. Le premier successeur à partir de 4 ici, c'est 6. Et à partir de 6, je vais à 7 sans créer de cycle. À partir de 7, si je vais à 4, je crée un cycle. Donc je remonte jusqu'à 3 et je vais vers le plus petit qui est le sommet 8. Le sommet 8, le successeur le plus petit, c'est 10. Et 10, le sommet le plus petit, c'est 9. Et j'obtiens ainsi donc un arbre extrait en profondeur sous la forme suivante. Donc, vous voyez, donc voici l'arbre connexe et qui est construit à partir de G en profondeur. En profondeur, donc vous voyez, je vais 1, 2, 5, 3. 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3, 8, 10 et 9, 8, 10 et 9. Voilà, donc je suis allé en profondeur le plus loin possible. Après, je reviens en 3. En 3, je vais au sommet 4. 4, je vais au sommet 5. Et 4, 6, 7. 6, 7. Vous voyez donc là, en profondeur et en largeur. Deux manières d'extraire donc des graphes, des arbres à partir des graphes connexes.
euh, dans le cas non pondéré. Dans le cas des graphes pondérés, il y a des méthodes sophistiquées qui sont des algorithmes sophistiqués d'extraction des graphes des arbres optimaux, donc de poids minimal ou de poids maximal à partir des graphes connexes. Alors, je vais terminer par un petit cas particulier, puisque voilà, ce sont deux méthodes, si on veut, qui permettent de mener des réflexions sur les arbres. Le parcours et l'extraction à partir d'un graphe connexe. Parcours d'un arbre et extraction des arbres. C'est ce qu'on appelle des arbres de recouvrement. Arbres de recouvrement. Alors, vous avez donc en largeur et l'autre c'est en profondeur. En profondeur. Je vais terminer avec un petit exemple. Je vais prendre l'exemple suivant, car il y a une question qui se pose sur le nombre d'arbres de recouvrement. Alors je vais prendre la situation suivante. Je vais prendre le sommet 1, 2, A, B, C, 3, 1, 4, 5 et 6. Et nous avons des arêtes donc entre ces sommets qui sont sous cette forme. Vous voyez, là et là. Qui peuvent représenter par exemple des localités de montagne qui sont donc qui constituent donc on peut circuler sur différentes voies et si elles sont bloquées par la neige, donc on est amené à construire des arbres de recouvrement qui sont donc un nombre minimal d'accès à dégager pour permettre la circulation des populations. Alors à partir de là, vous voyez bien qu'il existe plusieurs solutions. Plusieurs solutions. Plusieurs solutions, donc d'arbres de recouvrement. Alors qu'est-ce qui se passe par exemple si c'est des localités de montagne, des villages, donc avec des routes enneigées, des routes coupées par la neige. Vous voyez, on veut donc leur donner accès. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une route, on peut lui associer un coefficient qui est par exemple la longueur de cette route. Donc la pondération, elle est automatique sur des problèmes de ce genre, puisqu'on aura une pondération sur chacun des accès et on cherchera donc à optimiser, c'est-à-dire à dégager la longueur minimale totale, c'est-à-dire de chercher finalement un arbre de recouvrement de poids minimal. Si le poids, c'est les longueurs des routes, mais la longueur de route n'est pas forcément la seule pondération. On peut avoir aussi la qualité de la route qui rentre en jeu. Est-ce que c'est une route qui est plus ou moins large, etc. Donc, en tout cas, on a plusieurs solutions. Vous voyez qu'on peut avoir, par exemple, la solution suivante. Vous voyez donc, on peut avoir la solution suivante, et dans ce sens-là. Vous voyez, une deuxième solution qui nous permettra de faire des constatations. Une deuxième solution donc, serait de faire par exemple ça aussi c'est une solution, d'accord?
encore. 1, alors 2, 3, 4, 5 et 6. Alors en largeur, ça veut dire que je vais aller donc dans ce sens-là. Voilà, à partir de 2, je vais à 4. Et à partir de 4, je vais à là. Donc en largeur. Et voici des solutions. Et on remarque ici, ce sont toutes des solutions. Alors, première question, combien y en a-t-il? Deuxième question, s'il y a une pondération, quelle est donc celle qui a le poids minimal? Et puis, d'autres remarques. Vous remarquez par exemple ici que le point 4 appartient à toutes ces solutions. Et il appartient certainement à toutes les solutions. 4. Vous voyez que 4 est un point névralgique. Toutes les solutions passent par 4. Vous voyez? Le point 4 là. D'ailleurs, on remarque que si on supprime le point 4, on a la connexité qui disparaît, puisqu'on a deux composantes connexes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de 2 que je peux supprimer, ou bien 3, je peux le supprimer, 1, etc. 4 est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle un point d'articulation. Point d'articulation. Et ce point d'articulation, vous voyez qu'il appartient à toutes les solutions. Alors, combien y a-t-il d'arbres de recouvrement? Alors, c'est une question très intéressante. Nombre d'arbres de recouvrement. Et la solution est donnée de manière assez surprenante par l'analyse spectrale de la matrice d'adjacence. Donc on ouvre à nouveau un autre chapitre de l'étude des graphes qui est l'analyse spectrale. Il est donné par... On peut les extraire manuellement, mais l'analyse spectrale permet de savoir combien il y en a donné par l'analyse spectrale, c'est-à-dire les valeurs propres de la matrice d'adjacence ou bien une matrice qui est associée à la matrice d'adjacence. C'est ce qu'on appelle donc l'analyse spectrale de la matrice d'adjacence. Des sujets que l'on donne maintenant dans le cadre de la recherche, dans la fouille des données et dans le clustering, dans les grands graphes. Voilà donc pour les cas intéressants des arbres dans le cadre de leur utilité au sein des graphes, des réseaux, et j'ai donné quelques méthodes pour pouvoir les exploiter, soit les parcourir, soit les extraire à partir de graphes connexes. Merci beaucoup.